Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 28e épisode de mon podcast créatif consacré au tricot à la couture. Je suis Liz Taylor et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon blog liztaylor.com où vous pourrez notamment trouver sur le blog donc toutes les notes de cet épisode, donc tous les liens et les informations des différents produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent été, que vous avez passé de bonnes vacances si vous en avez eu et dans tous les cas bien profiter des activités estivales, piscine, mer, voilà. Maintenant ça y est, c'est septembre, donc j'espère que la reprise s'est bien passée pour vous et la rentrée pour vos enfants si vous en avez. Chez nous, c'était une grosse rentrée parce que Mathias commençait le CP dans une nouvelle école, ce qui pour moi, sa mère, était une grande source de stress parce que voilà, il a été en maternelle dans une petite école où il est resté avec les mêmes copains pendant 3 ans et donc c'était, voilà, ça m'inquiétait de voir comment il allait s'adapter et une lettre à la poste, voilà, il n'a pas du tout le même caractère assez anxieux que moi, donc ce qui est tant mieux. Et ce qui veut dire que je ne lui passe pas trop ma propre anxiété. Donc voilà, donc Mathias, voilà, pas de souci. Et notre petit bébé Hugo, qui a 10 mois depuis 2 jours, incroyable, a commencé la crèche. Donc il avait déjà commencé il y a quelques mois, mais où il était en occasionnel. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il m'appelait le matin si un enfant ne venait pas. Donc parfois il m'appelait beaucoup, parfois il m'appelait pas du tout. Donc parfois pendant plusieurs semaines, il m'appelait pas. Et donc après, comme il était petit, il fallait refaire un peu d'adaptation. Bref, c'était un peu galère, mais là, depuis cette semaine, il a sa place, donc 4 jours par semaine. Il adore la crèche, il n'a jamais pleuré. Voilà, quand je vois des mamans qui laissent leur bébé qui pleure, moi, dès le premier jour, il était super content. Je pense que... je ne vais pas vous faire un discours hyper long de maman, on s'en fout, vous devez vous dire parle-nous de ton tricot et de ta couture ma fille. Mais voilà, je pense que comme il est grand, c'est pas les tout petits qu'on laisse où les mamans retournent travailler, elles n'ont pas le choix et elles les laissent très petits. Nous, comme il est grand, je pense que en fait, il en a un peu marre d'être à la maison avec maman et que ça lui fait beaucoup de bien d'être à la crèche avec des petits copains, avec plein de jouets, avec des animatrices qui sont là pour lui. Donc c'est formidable. Donc voilà. Donc tout s'est bien passé pour la rentrée chez nous. Et c'est reparti pour une nouvelle année de podcast. Enfin, une nouvelle année. Moi, je compte toujours en année scolaire. Donc, pour moi, c'est vraiment... on repart sur de bonnes bases. Donc, voilà. Donc, une nouvelle rentrée. Donc, je vais démarrer cet épisode enfin. Aujourd'hui, je vais vous parler tricot, couture, adulte, enfin femme. Adulte, moi quoi. Et il n'y aura pas de layette parce que je n'en ai pas fait du tout. Là, je vais m'y remettre pour faire la collection automne-hiver d'Hugo. Et voilà, mais dans cet épisode, pas de layette. Et par contre, il y aura une partie FAQ à la fin. Puisqu'il y a 2 jours de ça, j'ai posté une story sur Instagram en utilisant l'application de questions qui est disponible sur Instagram pour que vous demandiez si vous aviez des questions à me poser. Donc j'en ai reçu beaucoup et donc je vais les passer en revue et vous répondre. Il y en a énormément qui sont communes, donc voilà, ça, je pense pas que ça durera non plus des heures, mais je trouve que c'est un petit exercice intéressant, donc je pense que je le referai régulièrement, voilà, avant de tourner des épisodes, de vous demander si vous avez des questions sur Instagram. Si vous n'y êtes pas, je ne peux que vous recommander de vous inscrire sur Instagram et bien entendu de me suivre parce que voilà, c'est vraiment... il y a une communauté tricot et couture qui est très active et qui est très sympa et voilà. Et vous pouvez me poser des questions en story, ce qui est formidable. Donc, on va commencer directement au bout de 5 minutes avec le tricot. Donc, pendant l'été, j'ai beaucoup tricoté. J'ai beaucoup moins cousu, vous allez voir, j'étais pas hyper motivée, mais par contre, le tricot, j'étais à fond. Donc, j'ai 4 projets finis, mais je ne vais vous en présenter que 3. Donc, il y en a un que je vous présenterai dans le prochain épisode parce que voilà, il est lié à la sortie de la laine et là, ce serait un peu trop tôt. Et puis 3 projets finis, c'est déjà pas mal. Il y en a 2 que vous avez déjà vus sur le blog. Donc je vais commencer par, je vais faire un peu par ordre chronologique. Tiens. Donc le premier projet que j'ai tricoté, alors ça date parce que je pense que je l'ai tricoté en juin. C'est le pull Tender
de Melody Hoffman, qui est Bee Mandarins sur les réseaux sociaux et que j'ai testé pour elle en juin. Donc j'étais trop contente parce que, pour la petite histoire, elle a commencé à poster des sneak peeks de ce pull sur Instagram et j'ai trouvé ça trop beau. Ça a correspondu à la période où je me suis inscrite pour la suivre sur Patreon. Donc j'en reparlerai à la fin de l'épisode, sûrement pendant la FAQ, parce que voilà, c'est une réflexion que moi j'ai aussi. Donc je reviendrai là-dessus, mais le principe très rapidement, c'est que c'est un site de mécénat. Donc on paye un abonnement pour voir les coulisses, on va dire, des créations, voilà, les coulisses de la créatrice. Donc dans le cas de Mélodie, elle poste une vidéo par semaine qui fait à peu près une demi-heure et elle partage vraiment de façon hyper transparente tout ce sur quoi elle travaille. Donc sur Instagram, elle va montrer de temps en temps des petites photos teasing et ensuite on attend que le patron sorte pour savoir de quoi il s'agit. Sur Patreon, elle dit absolument tout, voilà, même des projets pour dans plusieurs mois, même voilà, elle raconte absolument tout. En revanche, en contrepartie, on paye tous les mois un abonnement, donc c'est 2, 5 ou 10 dollars. Et en fonction du montant que vous payez, vous voyez plus ou moins de choses. Donc je pense que les vidéos ne sont pas accessibles. Je me demande si c'est 5 ou 10 dollars, mais en tout cas avec 2 dollars, vous ne l'avez pas. J'en parlerai plus longuement, mais en tout cas c'est une façon de soutenir une créatrice parce que c'est pas toujours facile pour les créateurs, les entrepreneurs voilà, de se dégager un salaire. Et donc c'est un moyen, quand on aime quelqu'un, de lui verser des sous tous les mois. Et avec Mélodie, en contrepartie, on a tous les patrons gratuitement et en avant-première, donc souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant. Donc en tout cas, j'ai commencé à la suivre sur Patreon à peu près à ce moment-là, je ne regrette pas du tout. Et elle avait commencé à présenter ce pull, donc je me suis inscrite, enfin je me suis proposée pour le tester. Je n'étais pas du tout sûre d'être retenue parce que je me doutais qu'il y avait beaucoup de monde et que Mélodie me connaît pas du tout, donc il n'y avait pas de raison qu'elle me choisisse moi plus que quelqu'un d'autre. Et j'ai été ravie, j'ai été choisie, donc voilà, j'avais la laine en stock, donc je pense que ça a aussi joué parce que ça voulait dire que je pouvais commencer tout de suite. Excusez-moi, je bois un peu de café matinal, j'en ai bien besoin en ce moment, je sais pas si ça se voit, mais je suis un petit peu fatiguée. J'ai quand même la forme, mais je suis un peu fatiguée. Donc j'en reviens à mon pull. Donc c'est un pull boxy, je pourrais tricoter que des boxy, c'est vraiment, j'aime tellement cette forme, avec un col un peu large bateau et dans le bas du corps un motif chevron, donc un point texturé qui est un chevron quoi, voilà. C'est de la Dikké, la laine, donc je l'ai tricoté, je sais plus si je l'ai tricoté en 3,75, en aiguille 3,75 ou 4, mais en tout cas ça va quand même globalement très vite, d'autant qu'on ne s'en rend pas compte là, mais en fait comme le point chevron c'est une alternance de mailles en droit et envers, ça a le même effet que le point mousse au niveau du blocage, à savoir que ça va prendre beaucoup d'ampleur, donc si vous le tricotez, gardez ça en tête, mais ça veut dire qu'on n'a pas à tricoter en fait une longueur, enfin je veux dire, je sais plus si c'est 25 cm, quelque chose comme ça, mais là moi la longueur finale elle doit faire 42, mais c'est pas du tout quand vous le tricotez, pour le coup il faut vraiment tirer un peu pour se rendre compte de ce que ça donnera une fois bloqué. Il est large mais pas trop. Moi j'ai fait, je crois que je me suis trompée, je pense que sur le blog j'ai dit que j'avais fait la deuxième taille alors que j'ai dû faire la plus petite parce que mon échantillon était un peu plus large, mais je suis plus tout à fait sûre. Enfin en tout cas sur un boxy ça a une importance qui est assez limitée et le pull est à manches longues avec d'assez longues, voilà, des manchettes en côte assez longues. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'ai tricoté dans une laine que j'adore, la fille qui est dithyrambique, que j'avais déjà tricoté, c'est la Traveler Dikké de Plucky Knitter. Le coloris c'est High Cotton. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais c'est pas grave, c'est un gris donc. Je l'aime énormément parce que c'est une laine qui est teinte à la main, mais qui est quand même très unie. Paradoxe, pourquoi acheter de la laine teinte à la main si c'est pour qu'elle soit unie, mais il y a un peu de nuance mais pas trop, c'est ça que je veux dire, ce que je préfère.
Et surtout, c'est une base Merino soie yak et elle est extraordinaire. C'est doux, mais c'est doux, mais c'est doux. Ça se tient bien. J'ai déjà un pull dans cette base. Je ne me rappelle plus du nom. Bref, c'était un pull que j'avais fait avec des rayures et qui tient super bien. Donc pour le moment, je ne l'ai pas encore porté ce pull puisque je l'ai fini en juin. Il s'est mis à faire chaud, voilà. Mais j'attends avec impatience. Là, ça commence à se rafraîchir un peu. Donc j'attends avec impatience de pouvoir bien en profiter. Et ah oui, une chose que j'ai oublié de préciser, il se tricote du bas vers le haut. Mais c'est vrai que moi, ça me choque de moins en moins parce que je comprends que en termes de construction, ce soit surtout pour des boxy comme ça, finalement c'est un peu plus facile, je pense, pour les créatrices de faire du bas vers le haut. Et puis moi j'aime tellement, en fait, plus ça va, plus je me rends compte que j'apprécie de tricoter tout. L'autre jour j'ai répondu à une interview, alors ça paraît genre la fille qui passe dans le monde, pas du tout. Je vous en reparlerai, c'est une interview que j'ai... Allez la caméra, que j'ai pris beaucoup de plaisir à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre. Et dedans, il y avait une question sur qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Et en fait, moi, plus ça va, plus j'aime tout. Faire les manches, ça ne me gêne pas. Faire des kilomètres de côte, ça ne me gêne pas. Relever des centaines de mailles, rabattre des centaines de mailles en picot. En fait, j'aime vraiment tout le process du tricot. Et c'est quelque chose qui a changé. Je pense que c'est aussi parce que j'en ai beaucoup maintenant et que du coup, je me sens peut-être moins pressée d'avoir un pull de plus ou quoi. Mais voilà, j'ai plus de... Je me dis plus... Oh, allez, c'est parti pour le rabattage en picot de mon châle. Bon, après, je ne fais pas de rabattage en picot pour mes châles assez fréquemment. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai vu que le pull, il se tricotait de bas en haut. Il se tricote de bas en haut. C'est pas la... Voilà, ça ne me... Avant, il fut un temps où ça pouvait être un élément rédhibitoire pour moi. Certaines modes de construction, là, maintenant... Si le modèle me plaît... Oups, je donne des coups dans mon ordi. C'est tout ce qui compte. Donc voilà pour le tender. Ensuite, j'ai tricoté le modèle que je ne peux pas encore vous montrer. Et après, j'ai tricoté ce petit bonnet qui vous a énormément plu sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est souvent une habitude que j'ai quand je finis un gros projet, avant de commencer un autre, de faire quelque chose de petit, donc des chaussettes d'Imiten et quand même très souvent des bonnets. Ou avant, je faisais aussi un peu de la layette pour Hugo. Donc il faudrait que j'en refasse d'ailleurs. Mais bon. Donc ce bonnet, il vous a énormément plu sur les réseaux sociaux et j'ai déjà publié un article avec des photos portées sur le blog. C'est d'ailleurs pareil pour le pull tender. Si vous voulez voir les photos portées, il y a déjà un article sur le blog qui a été, que j'ai complètement refait d'ailleurs. Donc j'espère que le nouveau site vous plaît. Je continue à améliorer des choses en ce moment, mais le plus gros est fait. Donc voilà, donc dites-moi si vous aimez le nouveau site. Ce bonnet, c'est donc le patron Kobuk de Caitlin Hunter, qui se tricote avec un brin de Dickey et un brin de mohair. Je n'ai pas les références d'Hélène que j'ai utilisées. Attendez, si elle est là, je crois. Hop. Donc la laine principale que j'ai utilisée pour ce bonnet, c'est Duck Wool. Voilà. Tac. Et la base, c'était 50% mérino, 50% soie. Et donc, c'était de la Dickey. Et le coloris, c'est Specklestone. Et c'est un écheveau qui m'a été offert par l'adorable Émilie Ruiz, qui est donc Atelier Émilie, que j'ai eu la chance de rencontrer cet été. On a passé une journée ensemble à Arcachon. Donc c'était trop bien, une super bonne journée. Elle m'a super gâtée, elle m'a offert plein de trucs. C'était complètement folle, Émilie, mais j'étais hyper contente. Et donc j'ai eu envie de tricoter la laine rapidement et je le voyais très bien avec ce patron. Je vais y arriver. Donc c'est un bonnet qui a la particularité d'avoir, je vais plutôt ça sature pas mal, donc je vais le garder ici pour vous voyez sans que ça sature trop. Donc en fait le bas a une forme un peu comme une couronne en fait, je trouve. C'est mon côté
fan de la famille royale britannique. Je n'ai pas de couronne, mais je me fais un bonnet qui ressemble à une couronne, bref. Pauvre fille. Et donc il y a des triangles, je vais y arriver, avec une alternance de côte-torse et de points texturés. Et ensuite, tout le corps du bonnet, lui, a des petites noppes. C'est un bonnet que j'ai beaucoup aimé tricoter, mais qui nécessite quand même de la concentration. J'ai eu du mal personnellement à retenir le motif du bas. Donc il fallait vraiment tout le temps que je regarde la grille. Donc c'était un peu plus long que ce que j'anticipais. Mais bon, c'était, enfin, je veux dire, ça reste un bonnet. Hein. Et après, j'avais remarqué que sur beaucoup de gens, le bonnet était quand même très lâche. Donc moi, comme je tricote lâche justement, quasiment toujours je réduis d'une demi-taille voire d'une taille d'aiguille complète quand je tricote. Donc là par exemple pour celui-là je pense que il doit se tricoter en 4,5, je l'ai fait en 4 ou je l'ai fait en 3,75 au lieu de le faire en 4. Bref, j'ai quand même pas mal réduit. Et aussi j'avais remarqué sur beaucoup de personnes en allant regarder les projets dans Ravelry qu'il était très slouchy. Donc à savoir qu'il retombait sur le bas de la tête. Ce qui moi me plaisait mais je voulais pas à ce point là. Donc en fait, j'ai fait une demi-répétition de moins de motifs. Donc avant de commencer les diminutions, j'ai enlevé du coup une rangée de noppes. Ce qui veut dire que quand j'ai commencé les diminutions, j'ai dû les replacer parce que du coup elles étaient... voilà, il y a un graphique pour le corps et un graphique spécifique pour la partie... qu'on appelle la couronne justement en anglais. Et j'ai, voilà, pour la partie couronne, du coup, j'ai décalé les noppes pour les replacer correctement. Et il est mieux, enfin, je trouve qu'il est mieux comme ça. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne porté. Hop là. Donc, voilà. Donc, je sais pas ce que vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Je pense que peut-être que là, ça ira mieux. Mais voilà, du coup, sur le bas, on voit qu'il est un peu... qu'il tombe un petit peu, mais pas trop. Voilà, je l'aime énormément, j'ai hâte de le porter, je le trouve vraiment ravissant ce bonnet. Et enfin, le dernier projet que j'ai fini, que je vais vous montrer aujourd'hui, je suis toute décoiffée, c'est un pull qui va sortir la semaine prochaine, qui vous a aussi beaucoup plu quand j'ai mis des petites photos voilà, en cours de tricot sur Instagram. Excusez-moi, c'est le pull Imagine, est-ce que je le tiens dans le bon sens? Oui, qui est un peu froissé, d'Atelier Émilie, que j'ai testé pour elle cet été et qui sort, donc là on est le 6 septembre où j'enregistre, il sort le 12, donc il sort la semaine prochaine. Désolée, je me remets mes cheveux. Hop, voilà, qui était tout écrasé, c'était catastrophique. Donc, le pull Imagine. Je vais y arriver, je reprends mes esprits. Donc, c'est un pull d'Atelier Émilie qui se tricote soit avec de la diquée, soit avec un fil de fingering, un fil de mohair. Et le principe que j'aime beaucoup et qui lui va très bien, c'est que c'est un basique. Tout basique. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez envie de faire des petites rayures, des grosses rayures, vous avez envie de mettre des sequins, vous avez envie de mettre de faire un fade, vous avez envie de mettre des fils dorés, des fils argentés, vous faites ce que vous voulez. La forme est basique et après, vous pouvez hyper facilement l'adapter par rapport à vos envies. Donc dans mon cas, ça a été toute une péripétie pour choisir comment j'allais le faire parce que à la base, j'avais prévu de le faire uniquement avec ces trois couleurs-là. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est de la laine, je ne sais pas le prononcer, on m'a déjà dit comment faire, j'ai oublié, donc je vais le dire complètement à la française, Isagère, et que j'avais acheté au premier Knit It où j'ai participé, il y avait la boutique Biche et Bûche qui était là et donc j'avais pris ces pelotes pour me faire à la base un châle. Et puis quand j'ai vu le pull, je me suis dit oh là là, ça va être super canon ces trois couleurs et donc j'avais prévu de faire tout rose en haut, ensuite juste une bande blanche et le bas en violet ou marron glacé en fonction de la lumière. Et quand j'en ai parlé à Émilie, elle n'était pas emballée.
Et elle m'a dit voilà, qu'elle le sentait pas forcément trop, le côté une seule bande plus petite au milieu, bref. Et comme son avis compte quand même pas mal pour moi, ça m'a fait cogiter. Et puis du coup, j'avais décidé que j'allais le faire quand même, puis que non, puis que si, puis que non. Et finalement, je me suis dit, parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose aussi qui lui plaise et qui mette en valeur son travail, je me suis dit, non, mais tu sais quoi, fais une version basique, prends une autre laine de ton stock et fais quelque chose de plus simple. Et donc j'ai commencé en vacances à tricoter une version unique grise. Et ça me plaisait pas du tout. Parce que en fait, le fil de mohair n'était pas vraiment de la même couleur que le fil de fingering, donc je trouvais pas ça joli. Et voilà, et donc j'ai défait et j'ai cogité qu'est-ce que j'allais faire, voilà. Et quand j'ai vu justement Émilie Arcachon, quelques jours après, elle m'a envoyé un lien elle m'a envoyé des photos sur Instagram d'un gilet qui s'appelle le cardigan sorbet. Qui a ce principe-là de très grosses rayures, mais de la même taille. Et donc, je me suis dit, banco, trop bien, je vais faire ça. Et donc, j'ai acheté le moutarde en plus. Donc, c'est le pull où j'ai pas arrêté de passer des commandes parce que, comme j'avais prévu une quantité châle à tricoter en fingering, j'avais pas assez. Donc, j'ai acheté des pelotes en plus pour tripler mon fil et que ça fasse une épaisseur diquée. Donc j'avais racheté ces 3 couleurs là. Ensuite j'ai racheté le moutarde. Ensuite quand je l'ai tricoté, j'avais pas assez de blanc, j'ai dû racheter du blanc. Bref, je n'ai pas arrêté. Le pull m'a coûté aussi cher en laine qu'en frais de port, quoi. Et encore que, il faut que je précise que j'ai tout commandé sur la boutique de Biche et Buche. La semaine prochaine, quand je publierai l'article sur ce pull, je mettrai, enfin il est déjà rédigé d'ailleurs, j'ai mis tous les liens vers les qualités de laine et les noms des coloris, comme ça vous aurez tout, si vous voulez faire le même. Ou si vous aimez bien une certaine couleur et que vous avez envie de la reprendre, bref, comme ça vous saurez. Donc là, moi je l'ai tricoté avec 3 fils, 2 fils d'alpaga, qui est de l'épaisseur lace, et un fil de mohair, donc ce qui revient 2 fils de lace, ça fait un fil de fingering plus le mohair, donc j'avais pile le bon échantillon. Et donc j'ai fait col, poignet et la bande du bas contrastant en blanc. Donc voilà ce que ça donne. Je le trouve hyper joli. Je suis hyper contente de ce pull, mais vraiment qui tombe toujours super bien avec, comme avec tous les designs d'Emily. Notamment, je sais pas si vous le voyez, je le positionne mal, mais et voilà, le raglan est assez éloigné, donc ce qui permet d'avoir voilà, des épaules affinées et vraiment très féminines et jolies. Voilà, donc c'est le pull Imagine qui sort la semaine prochaine d'Atelier Émilie. Je ne peux que vous le recommander. Il est, voilà, ça se tricote aussi assez rapidement puisque c'est de la diquée. Je vous conseille d'aller voir les versions des testeuses parce que on a toutes fait des versions différentes en fonction de nos goûts et de nos envies. Et voilà, ça vous donnera des idées pour le tricoter et l'adapter à vos souhaits. Donc, en voilà tout pour les projets finis. Je vais passer aux encours. Donc, les encours, j'en ai 2. Le premier, pareil, je l'ai déjà montré sur les réseaux sociaux. J'espérais l'avoir fini, mais dernièrement, là, les 3 derniers jours, j'ai quasiment pas tricoté. Je tricote encore un test, décidément. Je vous montre quasiment que des tests en fait. C'est un pull en jacquard que je teste pour mon ami Paul, que vous connaissez sur les réseaux sociaux, qui est Paul TB pour Trudel Belmar, et qui a aussi sa marque de laine Urso Yarn Co, et qui est aussi évidemment la talentueuse graphiste qui a fait toutes les illustrations de mon livre. Donc je teste pour elle ce pull. Donc comme vous voyez, alors je m'excuse, on est en plein pic d'ambroisie à Lyon et je suis hyper allergique, donc en ce moment je suis un peu... voilà. Je ne me rends pas compte si vous voyez la bonne couleur.
parce qu'en fait, comme il fait pas super beau, j'avais la réverbération de l'écran hyper fort dans mes lunettes, donc je trouvais que c'était gênant et que ce serait pas très agréable pour vous, donc j'ai baissé la luminosité de mon écran, mais du coup je me rends pas compte si vous voyez la bonne couleur ou pas. Donc c'est un pull qui se tricote en fingering, mais avec une taille d'aiguille un tout petit peu plus élevée pour que ça prenne, que ce soit un peu plus moelleux. Donc je le tricote en 3,75. Il a le col qui est vraiment très près du cou, mais qui s'élargit suffisamment pour que moi j'ai aucun problème à passer les lunettes. Ensuite on a ce yoke qui est absolument splendide. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on sépare, donc il tricote du haut vers le bas. Ensuite, on sépare pour les manches, on fait le corps et en fait, au niveau de la taille naturelle, on passe directement. Donc, ça ressemble à des côtes, mais en fait, elles sont un peu texturées et on a des poches. Je me demandais un peu de ce que ça allait donner parce que voilà, c'est vrai que faire les poches, ça rajoute beaucoup de temps. Donc, comme moi, je vous l'ai dit, ça ne m'a pas du tout gênée, mais c'est vrai que voilà, c'est long en fait, c'est plus long que ce qu'on pourrait penser de tricoter les poches. Elles sont complètement intégrées au design, voilà, il y a aucune, on relève pas de maille, il n'y a pas de couture ni rien. Enfin si, les seules coutures qu'il y a c'est les côtés des poches. Voilà. Chaque côté des poches, faut les coudre, mais bon, je veux dire, c'est 3 fois rien, ça prend 5 minutes. Et c'est vraiment très 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 joli. Je me demandais ce que ça allait donner sur moi, le côté des poches un peu hautes, et vraiment il est hyper joli. Honnêtement, j'ai hâte de le finir. Je pense que je vais faire vraiment très attention au blocage pour pas qu'il prenne trop d'ampleur, parce que là je l'aime assez tel quel. S'il grandit un tout petit peu, ça ira, mais je voudrais pas trop. Et donc là, je suis en train de faire les manches et je suis vraiment, moi souvent en tricot, il y a 2 moments qui me lassent. C'est quand j'arrive vers la fin du corps, où j'en ai un peu ras-le-bol. Et souvent, la première manche me prend beaucoup plus de temps que la deuxième. C'est-à-dire que quand j'ai fini la première manche, je sens que voilà, la fin du pull est proche et du coup, je carbure pour la deuxième. Là, j'espérais avoir... j'ai tricoté cette manche-là, je l'ai tricotée juste ce week-end, enfin, je l'ai tricotée très rapidement. Et là, on est jeudi et j'ai quasiment pas avancé depuis. Mais voilà, la refonte du site m'a pris quand même beaucoup de temps. Le modèle s'appelle Pouce Vert. Vous pouvez déjà avoir des versions sur Instagram, notamment sur le compte Instagram de Urso Yarn Co. Paul a publié une version d'une de ses testeuses. Il est absolument ravissant et il va sortir le 17 septembre. Donc moi je l'aurai fini d'ici là pour pouvoir vous le présenter porté. Et j'allais oublier de vous dire, je le tricote avec une de mes laines favorites. Donc c'est la The Wool Barn. Hop, qui ne veut pas faire le point, mais c'est pas grave. Et c'est la base Cashmere Sock 4 ply, qui est une base cachemire nylon. Voilà, Merino cachemire nylon. Et on a 350 mètres pour 100 grammes, donc c'est un peu moins que voilà, certains fils fingering qui ont plutôt 400 mètres. Moi, ça m'allait très bien pour ce pull parce que je pense que des fils plus secs de 100% Merino qui sont quand même vraiment plus fins pour le même poids et où on sera du coup sur du 400 mètres au 100 grammes. Moi, j'aurais pas aimé pour ce pull parce qu'en 3,75 ça aurait été trop déjaugé, ce qui me plaît pas. Et à l'heure actuelle, j'aime vraiment beaucoup tricoter ce genre de base avec du cachemire, la précédente avec du yak, parce qu'il y a un côté vraiment très moelleux, très pull doudou d'hiver, où on va quand même avoir du drapé, mais beaucoup moins qu'avec un fil plus sec, mais où pour l'hiver, voilà, ça fait plus doudou, ça tient plus chaud. Et j'utilise le coloris Pécan pour la couleur principale, et la couleur contrastante, c'est le coloris Sand. Donc voilà pour ce pull là. Et l'autre pull que je tricote, c'est un test, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite. De toute façon, je l'ai à peine commencé. C'était plus pour me
comment dire, c'était plus que comme à des moments j'en avais un peu marre de tricoter les manches, du coup j'ai monté un autre projet pour me changer un peu les idées, ou que j'amène au square avec les enfants parce qu'il est plus facile à faire que celui-là, où c'est pas qu'il est pas facile, mais c'est juste que comme le pull est bientôt fini, ça commence à prendre de l'ampleur. L'autre que je viens de commencer, ben, on a que le tout début, donc c'est plus pratique à mettre dans mon sac. Mais je peux vous parler de la laine que j'utilise pour ce modèle. Donc gros coup de cœur pour cette couleur. Je ne me rends pas du tout compte de ce que vous voyez. Je vais remettre un peu de lumière et je l'enlèverai après pour voir. Alors oui, ça m'a l'air d'être la bonne lumière. Je rebaisse du coup pour enlever les réverbérations dans les lunettes. Donc c'est de la Julie Asselin Leizu Diké, qui est de la laine, allez, 90% mérino, 90% mérino, 10% soie. Et bon, j'espère que vous voyez à peu près. Donc, Julie Asselin, Leizu Diké, et le coloris, c'est renard. Donc, vous connaissez mon amour sans borne pour les renards. Donc, j'ai complètement craqué quand j'ai vu ce coloris. Donc, Julie a sorti des nouvelles couleurs pour cette saison qui sont toutes très jolies. Je vous encourage à aller les découvrir sur son site. Celle-là, quand je l'ai reçue, elle est encore plus belle que je n'imaginais. Donc, c'est Julie qui me l'a offerte, qui m'a... voilà, je lui avais dit que je voulais lui en commander. En fait, elle me les a envoyés. Donc, je les ai reçus, la surprise dans ma boîte aux lettres un beau matin. Donc, merci Julie. J'étais absolument ravie. Et je pense que le pull que je tricote avec va être canonissime. Donc, je vous en reparlerai bientôt. Pop. Donc, en voilà tout pour les projets en cours. Ensuite, au niveau des achats, je n'ai pas grand chose. Vous allez voir, j'ai été très raisonnable. Donc d'abord, j'ai découvert une marque polonaise que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Szmurka. Je vais vous montrer là. Là. Oh punaise. Ça a marché tout à l'heure. Et là, ça y est. Donc, Szmurka. Et la base, c'est Goat on the boat. Et c'est 70% mérino, 20% soie, 10% cachemire. Et là, pour le coup, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On a 400 mètres pour 100 grammes. Et je peux vous dire que la différence, elle est... je ne sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer. Mais en termes d'épaisseur... Voilà, ma pelote s'est barrée à l'autre bout du salon. Et j'ai mon chat qui est à côté, qui à tous les coups va essayer d'aller jouer avec. Je ne sais pas trop si je vais réussir à vous le montrer, mais au niveau du rendu, je peux vous dire qu'il y a quand même un gros écart. J'essaie de faire le focus de la caméra, mais j'ai pas l'impression que ça lui plaise. Ça lui parle pas trop. Bref, en tout cas, voilà, on voit en termes d'épaisseur, en termes d'épaisseur des deux fils, il y a vraiment un très gros écart. J'espère que vous arrivez un peu à voir. Voilà, donc on voit que les deux fils, vous voyez la différence juste sur 50 mètres, ça fait quand même une assez grosse différence. Donc j'ai découvert cette créatrice sur Instagram, comme toujours, et elle avait posté une très très belle photo de ses laines, et donc il y avait ces deux laines ensemble, et je trouvais que le combo était très joli. Donc j'ai passé une commande, hop, j'en ai pris 2 de chaque. Donc c'était ce qui restait en stock. Et je dois vous avouer qu'à réception, j'étais déçue, c'est un grand mot. Mais autant j'aime énormément cette couleur, qui est, je crois, pétale. Voilà, c'est ça, que je trouve très jolie. Autant celle-là est beaucoup plus jaune que ce qu'on voyait sur les photos. C'est-à-dire que sur les photos, elle apparaissait plus caramel. Vous le savez sûrement, je suis très pénible sur les nuances de couleurs. Et du coup, sur la photo, je trouvais que les deux allaient super bien ensemble. Et j'avais envie de me faire un grand châle en brioche avec.
comme ça. Voilà, je pensais que ça irait bien. Et en fait, à réception, j'hésite un peu. Je pense que je ferai quand même un échantillon pour voir ce que ça donne. Mais c'est plus jaune. C'est joli aussi, hein, c'est très joli. Mais je sais pas trop si le jaune va pas écraser le rose. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez que ça va bien ensemble ou pas. Moi, j'hésite un petit peu. De toute façon, voilà. Je veux bien vos avis, mais je pense que ce sera en testant que je m'en rendrai vraiment compte. Hop. Je farfouille dans mon sac à bazar. Hop, désolée pour le bruit. Et ensuite, l'autre paquet que j'ai reçu, c'est de la Dererum Natura Penelope. Ou Pénélope, je sais pas pourquoi je vous le dis en anglais. Putain, la maîtrise du focus, vous avez vu ça un peu, une fois sur deux. Pour me faire un pull en jacquard, j'ai reçu ces 3 coloris. Alors cette année, j'ai envie de ne tricoter que du rose poudré moutarde blanc. Voilà, j'ai le Imagine, il est comme ça. Là, je vous ai montré les 2 laines ensemble. Bam, rose et moutarde, là, bam, rose et moutarde, bref. Après, c'est tant mieux, je n'ai pas de rose dans mon arbre. C'est une couleur que je ne porte jamais, que je ne tricote pas, que je ne couds pas. Donc voilà, il était... Donc là, j'aime beaucoup, vous le savez, la Dererum Natura. La marque a refait ces laines, la base Pénélope qui est la Dickey et la base Albertine qui est la Fingering. Avant c'était uniquement du 100% mérino d'Arles, maintenant c'est 90% mérino, 10% soie, donc moi je la préfère vraiment maintenant parce que voilà, ça lui donne un aspect un tout petit peu brillant, je trouve plus douce aussi. Et donc je vais me faire un pull en jacquard, mais je garde la surprise pour quand je l'aurai commencé pour vous dire lequel je vais faire. Vous pouvez faire s'il y en a une qui devine, je lui offre le patron. Voilà, donc je regarderai dans les commentaires si quelqu'un devine quel est le pull que je vais faire avec ces 3 couleurs. Et si personne ne trouve, je tirerai au sort un commentaire au hasard et je lui offrirai quand même le patron. Bref, ou un autre patron de cette créatrice, on verra bien. Voilà, un petit concours impromptu. Donc voilà, je sais pas trop, je pense que ça va attendre un tout petit peu, ce sera peut-être plutôt en fin septembre-octobre que je les tricoterai. Et dernière chose que je voulais dire avant de passer à la couture, le 1er octobre commencera le Cal Manly pour tricoter un pull pour nos hommes, un homme, vos hommes, qui vous voulez, mais un homme adulte. Donc, j'avais annulé le cal de l'été parce que je pense que j'ai bien fait parce que j'aurais pas du tout le temps de le suivre. Là, le cal automne, octobre, novembre, décembre, donc ça commencera le 1er octobre, ça finira, je pense que je vais faire finir le 24 décembre probablement. Parce que je trouve que normalement ça devrait aller jusqu'au 31 décembre, mais je me dis que c'est sympa de faire le tirage au sort le 24 et d'annoncer les gagnantes le 25 pour avoir un cadeau de Noël supplémentaire. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais offrir hein, parce que je n'ai pas de sponsor, je n'ai rien prévu, mais bon, j'imagine que j'aurai bien des petits cadeaux. Sinon, je vous féliciterai, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire voilà, je me suis dit que comme il fallait quand même un bon coup de motivation pour tricoter un pull pour un homme, je me dis c'est une bonne idée de l'offrir le jour de Noël à l'homme en question. Le cal, je l'organise avec Mélina Tricot qui est sur Instagram et qui a aussi un podcast que je vous encourage à regarder. Elle fait de très jolis, elle fait de très jolis tricots. Donc je l'embrasse au passage. Et toutes les informations seront sur mon groupe Ravelry qui s'appelle Knit with Liz. Je vous mettrai tous les liens, tout ça sur Instagram. Et dans 10 jours, je pense, je posterai un article sur mon blog avec toutes les règles pour participer au cal. J'ouvrirai le fil sur Ravelry pour s'inscrire. Et les règles à respecter, patati patata. Je vous ferai une sélection de modèles pour vous donner des idées. J'ai complètement oublié de prendre et la laine et le modèle que je vais tricoter pour Tim, donc je vous le montrerai la prochaine fois. Et voilà, et je pense que ça va être très sympa. En gros, la seule règle, vous pouvez choisir un pull, un gilet
il faut que ce soit une grosse pièce, donc pas de bonnet, pas de chaussettes, pas de mitaines, et pas d'écharpe, pas de châle, bref, un pull ou un gilet, voilà. En fingering, en dické, en worsted, et il faut que ce soit une taille adulte. Vous ne tricotez pas pour votre petit bébé de 10 mois comme moi je pourrais faire, ça ne marche pas. Voilà, c'est vraiment la motivation de tricoter quelque chose pour un homme adulte. Après, votre frère, votre père, votre chéri, qui vous voulez, votre chef au travail, qui vous voulez, mais en tout cas un homme. Voilà. Donc on va passer à la couture maintenant. La couture, ça va être un peu rapide parce que j'ai pas beaucoup cousu cet été. J'étais pas hyper motivée, je sais pas. Enfin, voilà. Je n'étais pas très motivée. Donc je n'ai que 3 pièces à vous montrer, qu'en plus j'ai déjà présenté sur les réseaux sociaux. Donc je vais passer un peu rapidement parce que c'est 3 patrons en plus que j'avais déjà cousu dans le passé. Donc voilà, on va pas forcément y passer des heures. J'ai cousu une énième robe Clarisse de la marque Chez Machine. Je précise que, comme à chaque fois, que je couds l'ancienne version qui n'est plus commercialisée. La nouvelle version garde certains codes mais a quand même eu pas mal de changements. Donc je vous laisserai comparer, voir si vous avez envie de... Si vous n'avez pas l'ancien patron, d'acquérir le nouveau. Il est très joli aussi. Moi, c'est moins mon style. Je préfère celui-là. Mais voilà, il y a des codes qui sont quand même communs. C'est une robe que j'aime beaucoup parce qu'elle est aucune prise de tête. C'est vraiment la robe de base. Moi, je ne sais pas quoi me mettre. J'enfile cette robe. En été comme en hiver. En hiver avec des collants, des bottes et un gros gilet. En été avec des sandales. Voilà, pas de... Voilà, la tenue qui est jolie et zéro réflexion le matin, ce qui moi me va très bien. Je ne prépare pas mes tenues la veille en mode qu'est-ce qui pourrait bien aller pour cette journée en fonction de je ne sais pas. Donc voilà, donc super. Enfin moi j'aime beaucoup cette robe. Je l'ai cousue dans un tissu dont je vous avais déjà parlé, qui est une viscose que j'avais acheté chez Little Fabric, et je suis toujours surprise par ce tissu. Je n'ai pas eu de difficulté à le coudre, je le trouve très joli, moi c'est tout ce que j'aime, du bleu marine, des fleurs, du rose, mais je vous l'avais déjà dit, c'est un tissu qui est très élastique, ce qui est étonnant pour une viscose, qui est un peu épais, qui a un joli tombé fluide. Je l'ai cousu avec des aiguilles microfibres et malgré tout j'ai quand même eu des fils tirés. Donc je viens d'en voir et là forcément pour vous les montrer je ne les vous trouve plus. Mais voilà, malgré les... ça va être galère de vous montrer, mais malgré les... Hop, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un fil blanc qui est tiré et il y a un endroit où j'en ai vraiment beaucoup. Je ne comprends pas trop d'où ça vient parce que pour le coup j'ai vraiment pris toutes les précautions. C'est pas très gênant, hein, il n'y en a pas énormément. Il y a quelques endroits mais pas beaucoup. C'est un peu toujours le risque avec les tissus chaîne et trame qui sont imprimés sur fond blanc, c'est que si jamais... après, je sais pas si c'est le tissu ou je sais pas, peut-être que l'aiguille que j'ai utilisée était émoussée, j'en sais rien. Bref, c'est pas très grave, ça m'empêche absolument pas de la porter. Le tissu après est de très bonne qualité, je l'ai lavé plusieurs fois, il n'a pas du tout blanchi, pas bouloché ni rien. Donc une petite robe que j'aime beaucoup. Clarisse, pour moi, c'est un peu la robe de base que je couds régulièrement quand j'ai un tissu que j'aime beaucoup et où j'ai envie de faire un basique avec. Ensuite, je l'ai montré sur Instagram, c'est tout froissé, ça sort de la machine. J'ai cousu un top leaf de dessine-moi un patron. Bon, ça rend rien là comme ça. C'est le top leaf de dessine-moi un patron, je l'ai déjà dit. Donc j'ai fait la version croisée dans le dos, qui est normalement une robe, mais j'ai complètement copié Émilie, la créatrice, qui avait fait une version où en fait elle a coupé les jupes beaucoup plus petites pour faire une version basque sur une blouse. Donc j'ai fait la même chose. Elle a dit qu'elle avait fait des basques de 20 cm. Moi les miennes font 25 cm, ce qui est paradoxal parce que je suis beaucoup plus petite qu'Emilie. Mais en fait, justement, comme je suis plus petite, j'avais beaucoup remonté le corsage pour que ça tombe à ma taille naturelle. Et donc voilà, c'est pour ça que donc moi, si vous le faites,
Si vous avez modifié le corsage pour le raccourcir, pour que le dos tombe bien, croise bien, etc., faites attention. De toute façon, il vaut toujours mieux couper les jupes plus longues, quitte à les raccourcir. Donc moi, j'aurais tendance à vous conseiller de couper 25 cm sur les jupes. Et comme ça, si jamais c'est trop long, vous raccourcissez, alors que l'inverse est beaucoup plus long. Pardon. Si c'est trop court, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, quoi. Et j'ai fini avec un ourlet rouloté à la surjeteuse qui, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais qui rend très bien. Pour voir des photos portées, j'en ai posté sur Instagram. Et enfin, en dernier, j'ai cousu, et pareil, ça sort de la machine, donc c'est tout froissé. J'ai cousu une énième robe Eliana. J'ai mis un article sur le blog parce que même si c'est une robe que j'ai cousue des dizaines de fois, j'en avais jamais parlé, c'était avant que j'ouvre le blog. Donc j'ai posté un article la semaine dernière, il me semble. Comme ça, vous pouvez voir des photos. Donc la robe Eliana, c'est... les vêtements, c'est quand même compliqué à montrer voilà, sans les porter. Donc c'est une robe avec des emmanchures raglan. Je crois que ça s'appelle une encolure américaine, mais je ne suis pas sûre. C'est une robe qui a plusieurs options. Vous pouvez rajouter des manches longues pour faire une version hiver. Et moi, j'ai cousu un lien dans le dos. Vous pouvez aussi le mettre sur le devant si vous préférez. Ensuite, on va froncer et poser du biais pour faire, pour faire toute l'encolure, les bretelles. Donc c'est tout dans la continuité. Il y a une fente, je vous l'ai dit, hop, une fente indéchirable dans le dos. Et pour cette version, donc moi je l'avais déjà pas mal modifiée parce que les premières versions que j'avais cousues, les emmanchures tombaient vraiment très très bas. Donc j'ai remonté l'emmanchure et j'avais rallongé le corsage pour que ça continue à blouser puisque c'est le principe de la robe. Et là ce que j'ai modifié, c'est que encore une fois j'ai fini les ourlets avec un rouloté à la surjeteuse. Je trouve que c'est plus joli comme finition sur la viscose. Et au niveau de la taille qui est élastiquée, normalement le patron prévoit de faire une coulisse. Donc on va coudre des marges de couture à 3 cm du haut et de la jupe. Et ensuite on va les surjeter ensemble à 3 cm en gardant une... Et ensuite on les plaque vers le haut. On coud tout autour en laissant un petit espace et on passe un élastique et ça fait votre taille élastiquée. Ça marche très bien, c'est ce que j'ai fait sur toutes les versions que j'ai cousues jusqu'à présent. Mais ça rajoute quand même de l'épaisseur. Donc là, j'ai modifié les marges pour avoir 1 cm et j'ai posé de la laminette. Donc j'ai cousu et ensuite j'ai posé de la laminette à la surjeteuse pour avoir ma taille élastiquée, voilà, que ce soit plus fin, on va dire, à ce niveau là. Je pense que j'en referai une cet hiver parce que même si j'en ai cousu beaucoup de versions, il y en a certaines où c'était au début quand c'était dans mes débuts à la couture, donc il y avait pas mal où j'avais pas choisi les bons tissus et du coup c'était pas très joli. Donc je crois que j'ai plus de version hiver et il y a une version que j'avais cousue que j'ai tellement portée que le tissu à force s'est abîmé et que donc je l'ai jeté, quoi. Donc voilà ce que j'ai cousu, donc pas grand chose. Et au niveau des projets à venir, là ce que je vais coudre un peu tardivement, mais je vais me coudre un pyjama avec ces tissus Katia. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, Katia m'avait proposé de m'envoyer des tissus pour les tester. Donc j'avais reçu 2 tissus pour les garçons que j'ai déjà cousus. Ils les ont énormément portés, les vêtements que je leur ai fait. Donc Hugo, je lui avais fait une combi Lisboa avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un tissu à rayures rouge et blanche avec des petits crabes. Je lui ai énormément mis, il était trop mignon avec et le tissu n'a pas bougé. Pareil, j'avais fait un t-shirt à Mathias avec gris avec des guitares électriques, pareil, pas bougé. Et là, c'est les tissus que j'avais reçus pour moi. Donc un jersey rose avec des petites fleurs et un tissu popeline
vert assorti. À la base, il m'avait envoyé des patrons pour les coudre, donc ça, je vais coudre le patron, il est déjà coupé. Donc c'est un débardeur, donc ils m'ont envoyé le patron, donc je vais le coudre et je l'ai déjà coupé, je vous dirai ce que j'en pense. Par contre, pour la popeline, j'étais censée coudre une jupe avec. Et en fait, je le sens pas trop parce que je sais que c'est pas le. J'aime beaucoup ce tissu, j'aime beaucoup la couleur, mais moi, c'est pas le genre de couleur que je porte, ni le genre de coupe au niveau de la jupe. Donc, je leur ai dit que je l'utiliserais beaucoup plus en short. En mode pyjama ou pour rester à la maison ou pour aller à la plage. Mais voilà, donc ça c'est ce que je vais coudre très vite et je vous le présenterai dans le prochain épisode. Je n'ai pas acheté de tissu, donc voilà. En revanche, j'ai acheté des patrons. Donc un patron que j'avais déjà mais que j'ai bien envie de coudre, je ne l'ai jamais cousu. C'est la robe Antigone de Urban Fairy Pattern. Donc moi je vais le faire en version blouse et je pense que je vais remplacer le col V par un col rond que je préfère. Et en fait la particularité de cette blouse, c'est qu'il y a 2 longueurs de manches et en fait elles sont complètement ouvertes tout le long de la manche et on a un nœud pour le fermer. C'est vraiment très joli, donc ça je vais le faire bientôt. Et ensuite j'ai passé une commande chez République du Chiffon. Donc à la base, je voulais commander la robe Yolande. Je vous en avais déjà parlé. J'avais complètement flashé sur la version de Barbara Elpida cousu main sur Instagram. Donc ça, je vous l'avais déjà dit. C'est typiquement le patron. Moi, quand je vois cette version, ça me parle pas du tout parce que c'est pas le genre de tissu que j'aime. La version de Barbara est canon. Et ensuite, il y a aussi Tout en Fouinesse dont j'ai un gros trou, je ne me souviens pas du prénom, je suis super désolée, qui a aussi fait une version magnifique, je vous insérerai des photos. Voilà, et donc la version de Barbara, déjà je m'étais dit j'achèterai le patron, et alors quand j'ai vu la version de Tout en Fouinesse, je l'ai commandé parce que c'était juste trop beau. Et il y avait une offre pour, si on achetait 2 patrons, il y avait un PDF avec, donc bon forcément tout ça rentabiliser les frais de port et tout. Donc j'ai aussi commandé le combi short Yvonne, voilà, que je trouve vraiment très jolie. Au niveau de la robe Yolande, voilà, je pense que c'est 2 patrons qui pour moi sont des versions où c'est les patrons de printemps-été, mais pour moi c'est facile de les porter avec des gilets pendant l'hiver. La seule chose qui m'a surprise, je sais pas si c'est le cas pour la combi, mais la robe Yolande, je l'ai lue sur le blog justement de Tout en Fouinesse, qui a fait un article sur cette robe. En fait, la ceinture n'est pas fournie dans le patron. Donc c'est-à-dire qu'en fait la ceinture est présentée sur toutes les versions que la marque a présentées, il y a la ceinture, mais en fait dans le patron, donc même sur la photo voilà, de couverture, mais en fait quand vous regardez le dessin technique, il n'y a pas la ceinture. Donc c'est pas la fin du monde, patronner une ceinture, c'est pas compliqué. Mais justement, comme c'est pas compliqué, ça aurait été bien de le faire et de le mettre directement, ça nous évite de nous poser la question de longueur, largeur, etc. Moi j'y connais rien, donc bon, je vous le dis comme ça, si jamais vous le faites, vous saurez qu'il n'y a pas la ceinture. Et là je me rends compte que c'est exactement pareil pour le combi short, puisque là on voit qu'il y a une ceinture. Hop. Et sur le dessin technique, pouf, pas de ceinture. Bon. C'est pas très grave, on est d'accord, hein, c'est pas la fin du monde, mais autant le mettre. Justement, c'est un rectangle à rajouter sur la planche, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà pour tout ça. Donc maintenant je vais passer à, comme je vous l'ai dit, je vais passer à la FAQ. Donc je prends mon téléphone, j'ai enregistré toutes les questions. Je vais probablement être interrompue parce que mon chéri va pas tarder à arriver. Donc voilà, il y aura une petite interruption pendant la FAQ. Je suis désolée, il y a aussi une sirène en même temps. Donc, je vais d'abord commencer par répondre, ou plutôt faire l'anguille, sur la question que j'ai reçue le plus. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai reçu 50 questions, il y en a plus de la moitié où c'est la même, qui est interprétée de façon différente, à savoir quels sont tes prochains projets, est-ce que tu vas faire un livre sur la couture, est-ce que tu vas faire un nouveau livre sur le tricot, est-ce que tu vas faire d'autres livres, quels sont tes projets.
Et je suis désolée, mais je ne vais pas répondre à cette question. Donc c'est pour ça que je dis que je fais l'anguille, parce que je vais quand même répondre, mais sans répondre. Vous l'avez vu pour mon livre Je me mets au tricot, j'en ai jamais parlé, jusqu'au jour où je vous ai annoncé qu'il sortait. Et en fait, c'est plutôt ma façon de faire, c'est-à-dire qu'il y a quand même... moi, tant que c'est pas fait, j'ai du mal à me dire que ça va arriver. Donc en parlant en avance, j'ai peur de décevoir. Après... il faut aussi se rendre compte que c'est des délais qui sont hyper longs. Là, il y a un gros projet que je lance en octobre. Ça fait 1 an que je suis dessus. Le livre, j'ai été contactée en janvier. Il est sorti en février de l'année d'après. Donc, vous parlez de projets qui vont arriver dans 1 an, je trouve que c'est limite déceptif, parce que c'est « ah oui, d'accord, ok, donc c'est pas avant voilà ». Et moi, j'aime bien l'effet de surprise. Donc c'est pour ça que je préfère pas rentrer dans le détail des projets qui vont arriver. Et c'est aussi pour ça que je réfléchis plus tard, pas tout de suite, au fonctionnement de Patreon, que j'ai découvert avec Mélodie. Je vous en parlais en début d'épisode. Moi, j'avais de gros doutes. Je me demandais si ça allait me plaire. Je me disais, voilà... est-ce que c'est pas mieux de partager du gratuit? Moi, en fait, en voyant ce que fait Mélodie, et je sais que Along avec Anna a aussi une page Patreon où j'envisage aussi de m'abonner pour la soutenir. Je pense qu'on a la chance d'être dans une petite communauté où on a ce sentiment de bienveillance envers les autres, d'avoir l'impression de connaître un peu les créatrices qu'on suit depuis longtemps, où on voit évoluer leur parcours. Moi, mon blog, il a 2 ans et demi. Je suis sur Instagram depuis 4 ans. Donc, les choses ont beaucoup changé depuis. Il y a des gens qui me suivent depuis le début. Il y a des gens qui me découvrent maintenant. Mais je comprends qu'on ait voilà, cette envie de soutenir une créatrice en se disant c'est pas facile tous les jours d'être entrepreneur. Donc j'ai envie de l'aider dans son travail. Après, il y a la question des rétributions qui est plus facile quand on est une créatrice de patron que quand on fait d'autres choses. Mais voilà, mais ça c'est une question que moi je me pose, parce que autant je pense que c'est... voilà, en voyant ce que fait Mélodie, je comprends la différence entre ce qu'elle poste sur sa page YouTube pour tout le monde. Donc elle fait à peu près 1 fois par mois une vidéo, un vlog qui est absolument pour tout le monde, qui est gratuit. Sur son blog, il y a plein de choses de gratuites. Donc moi, j'ai pas du tout l'intention de changer ce fonctionnement-là, que ce soit sur le podcast ou sur le blog. Mais partager les coulisses avec des personnes qui me soutiennent, qui ont envie de me soutenir plus dans mes projets, je trouve que c'est aussi une option qui est envisageable. Partager les coulisses, vous allez le voir dans les questions, j'ai reçu quelques questions sur l'organisation financière, comment ça se passe, comment on gère ses revenus, etc. Et moi, la partie l'entrepreneuriat que je débute, j'ai beaucoup envie de partager avec vous sur ces sujets-là. Je n'ai pas envie de le faire via le podcast, parce que je suis pas sûre que ce soit le lieu. Quand je vois qu'il y a eu des épisodes, et je l'avais déjà dit, je le comprends parfaitement, où je digresse, où je parle d'autre chose, et qu'il y a des gens qui me disent moi en fait ça m'intéresse pas trop, ce qui m'intéresse c'est le tricot et la couture, je le comprends. Donc venir vous parler d'entrepreneuriat, je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. Et ensuite, la dernière chose qui est un peu plus touchy, et je vais vraiment pas en parler très longuement, mais je me rends compte que je me censure beaucoup en fait dans ce podcast, parce que donc j'y ai pas mal réfléchi, parce que voilà, il y a eu pas mal de discussions sur le sujet sur les réseaux sociaux récemment. Donc la discussion, elle était sur les blogueuses et les podcasteuses, les influenceuses, bref, qui sont trop lisses, parce qu'elles disent toujours que tout est bien. Et en fait, comment dire, moi je me censure beaucoup, parce que j'ai soit peur de retours un peu agressifs, comme on peut avoir sur les réseaux sociaux parfois, hélas, ou aussi des gens n'ont pas forcément de filtre, ils se rendent pas compte qu'en face il y a une personne. Moi des fois je reçois des messages pas bonjour, pas merci, de quelqu'un qui râle parce que le patron dont je parle il n'est pas traduit en français, mais je veux dire, je n'y suis pour rien. Mais malgré tout, moi quand je reçois des messages comme ça, j'ai une réaction de recul en me disant pourquoi, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un se dise, je vais lui envoyer un message en lui disant c'est quand même complètement nul que tu parles d'un patron qui n'est pas traduit en français.
je suis désolée. Donc voilà, donc du coup il y a des sujets où parfois moi j'ai peur de, voilà, je le dis vraiment, hein, j'ai peur de lancer un sujet et d'avoir un retour de flamme que je ne serais pas du tout en capacité émotionnellement de gérer. Et ensuite, l'autre revers de la médaille, donc ça c'est le côté, je vais dire ce que je pense d'une marque, d'un patron, etc. Et les fans vont mal le prendre. Et l'autre côté, et ça m'est arrivé de nombreuses fois, c'est quand je fais une critique pourtant très politiquement correcte d'un patron et que la marque le prend très mal. Donc je ne vais pas du tout dire quand ça s'est passé, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est aussi très difficile à gérer. Donc je pense qu'il faut se rendre compte que les personnes comme moi, podcasteuses, blogueuses, etc. sur Instagram, c'est pas facile dans un sens d'aller dans la critique négative et dans l'autre sens aussi de gérer les relations avec les marques où on sait que la créatrice, je veux dire voilà, moi quand je dis qu'il n'y a pas la ceinture dans les patrons de République du chiffon, c'est pas la fin du monde, je vais la faire moi-même, je vous donnerai les tailles, les mesures, ça ne remet pas en cause le travail de Géraldine, mais comme on est dans une toute petite communauté, voilà, les choses peuvent vite monter monter un peu dans les tours et moi j'ai pas du tout envie de ça, donc je réfléchis toujours à vous faire un retour le plus honnête possible, mais en mettant souvent énormément de forme pour ne froisser personne. Et parfois, j'aimerais avoir un discours plus libre. Et ça, c'est quelque chose que je pense que je pourrais potentiellement avoir sur Patreon. Et enfin, parler aussi des coulisses que moi, j'adore. Moi, mon métier à la base, c'est le marketing. Donc, les relations avec les marques, la partie gérer les partenariats. Pourquoi moi, par exemple, je fais pas de sponsoring, mais que ça me choque pas que certaines en fassent. Voilà, des sujets comme ça qui sont complètement autres qui sont liés au do-it-yourself, tricot et couture, mais qui sont quand même autres et qui pour moi n'ont pas la place dans le podcast. Donc c'est en réflexion, je ne dis pas du tout que je vais ouvrir une page Patreon demain, mais en tout cas j'y réfléchis quand j'aurai lancé mon projet en octobre. Donc voilà, donc je vous fais une réponse en mode complètement anguille, puisque je réponds pas vraiment à la question, mais c'est pour vous expliquer mes réflexions. Ensuite, je prends les questions dans l'ordre, les questions autres, qui ne sont pas justement sur nouveaux livres, nouveaux projets. J'ai Julia que j'embrasse qui me demande quelles envies as-tu pour cet automne? Tricoteras-tu un jour un patron de Stephen West? Et bien justement Julia, grâce à toi, parce que donc Julia qui est Jute Winnings, je vous mettrai son nom, que j'aime beaucoup, qui est vraiment adorable. En plus, j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois et qui tricote beaucoup de patrons de Stephen West. Et elle a tricoté récemment un chevron brioche caul qui est magnifique. Donc, j'ai vraiment envie de faire le même. Et au niveau de mes envies laine, j'en ai un tout petit peu parlé, mais j'ai beaucoup moins envie de tricoter du 100% Merino Superwash hyper fin. En fingering, j'ai beaucoup plus envie de tricoter des laines plus moelleuses et de la Decay et de la worsted et de la Aran, des choses un peu plus épaisses. Et au niveau des couleurs, je vous l'ai dit, j'ai envie de tricoter du moutarde et du rose. Donc après, j'ai Mélina qui m'a demandé tes envies pour l'hiver qui arrive, les modèles, les matières. Donc les matières, j'ai répondu. Au niveau des modèles, je veux vraiment me mettre à la brioche. Je flash sur des tas de modèles, notamment aussi le Excuse Me Shawl que j'aimais pas du tout et du jour au lendemain, je l'ai trouvé formidable. Notamment la version de mon amie Simone qui avait fait une version noire et blanche qui est absolument sublime. Donc encore de Stephen West. Donc voilà, donc j'ai envie de retricoter des châles parce que j'en ai pas tricoté depuis une éternité, alors qu'avant c'était mon grand truc. Donc voilà, je continue après, je trie du coup toutes les questions sur le livre. Quelle marque de pression utilises-tu? Je galère avec les cames et les épaisseurs, merci. J'ai pas mal de questions un peu précises comme ça. Je vous rappelle que je mets toujours tout sur les articles de blog. Donc si jamais il y a des pressions que vous avez trouvées jolies sur une combinaison d'Hugo, vous allez sur le blog, il y aura la réponse. Donc pour répondre à la question, j'utilise systématiquement les pressions en métal de Helvelican Design, je sais plus, Helvelican, bref, j'ai oublié la fin de la marque, mais moi je peux les acheter chez Ikati à Lyon qui les a, vous pouvez les acheter aussi sur son site web ou vous pouvez les acheter sur le site internet de Helvelican. Elles sont super, elles sont en couleur, donc vous pouvez choisir la couleur qui correspond le plus aux vêtements que vous allez coudre.
Mais voilà, les infos, ce genre d'infos sont toujours sur le blog. Après, à quel moment de la journée préfères-tu coudre ou tricoter? Alors, n'importe quand. Ça dépend de quand j'ai du temps, quand les enfants sont cool. C'est très rare que je couse le soir parce que j'aime pas coudre dans le noir, il n'y a pas assez de lumière, voilà, donc c'est très très rare que je couse le soir, mais sinon je peux tricoter n'importe quand, principalement le soir parce que la journée je travaille maintenant, mais voilà, j'ai pas de moment préféré. La couture, c'est quand ça me prend, et le tricot pareil. J'ai appris à tricoter en continental grâce à tes vidéos, ça m'a changé la vie. Y aura-t-il d'autres vidéos tuto? Alors ça, c'est aussi quelque chose où c'est une bonne occasion pour moi de répondre. On me demande beaucoup de tutoriels, et en fait moi j'ai une approche par rapport aux articles tutoriels sur le blog ou aux vidéos tutoriels où si j'ai l'impression d'apporter quelque chose supplémentaire, je le fais. Mais quand il y a déjà 150 000 vidéos sur, j'en sais rien moi, comment faire un SSK, je ne vois absolument pas l'intérêt d'en rajouter une si j'ai pas un truc en plus à dire. Donc j'avais fait une vidéo sur le Magic Loop pour vous montrer comment éviter d'avoir des démarcations. J'ai fait des vidéos sur le jacquard spécifiquement pour la méthode continentale. Elles m'ont pris un temps fou. Et finalement, il n'y a pas tant de gens qui les a regardées, ce qui ne m'empêche pas je ne regrette pas du tout de les avoir faites, mais ce que je veux dire, c'est que comme il y a déjà énormément de vidéos sur le jacquard, les gens qui ne sont pas intéressés particulièrement sur comment tricoter avec les deux fils dans la main gauche ou un fil dans chaque main, etc., bah forcément ils vont aller voir d'autres vidéos qui ont des milliers de vues, et je le comprends complètement, je fais pareil. Donc ce que je veux dire, c'est que là, je prévois de faire, je pense la semaine prochaine, une petite vidéo dédiée à mes aiguilles préférées, parce que c'est une question que je reçois beaucoup. Ce sera une vidéo évidemment qui sera hyper subjective. Donc ça, je vais en faire encore, mais des tutoriels, moi j'avoue que je comprends mal. Là, par exemple, le patron que je teste en ce moment, je trouve ça vraiment appréciable parce que dans le patron, il y a des tonnes de liens vers des vidéos tutoriels. Je trouve que venant d'une designeuse, ça m'aurait pas du tout choqué qu'elle fasse les siennes pour que ça reste dans son univers. Mais pour le coup, bah, j'imagine aisément qu'elle n'a pas le temps, et elle a mis des liens vers les vidéos qu'elle a trouvées, qu'elle aime bien. Je trouve ça impeccable. Et voilà, moi je vois pas l'intérêt de refaire des vidéos. Je suis parfois un peu surprise de voir des personnes qui vont dire j'ai appris avec des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, mais je vais quand même refaire les miennes pour vous montrer exactement la même chose pour que ce soit moi. Bah, autant montrer les sources et dire telle personne elle a fait un super travail, et je vous renvoie vers cette personne là. Chacun fait comme il veut, mais en tout cas c'est mon approche. Je fais des vidéos tutoriels uniquement si j'ai le sentiment qu'il n'y a rien sur le sujet. La méthode continentale, il n'y avait rien en français, donc j'ai l'impression d'avoir comblé un vide. Mais sur d'autres sujets, pas forcément. Donc par contre, des vidéos complètement subjectives sur ça j'aime pas, oui j'en ferai. Comment fais-tu pour choisir tes associations, tissus, patrons? J'aime beaucoup tes choix. Alors, j'avais une autre question comme ça, je vais essayer de la retrouver, où la personne me demandait si, dans quel ordre je choisissais. Est-ce que c'était plutôt, voilà, est-ce que c'était plutôt le patron qui m'envoyait vers le tissu ou vice-versa, et pareil pour la laine. Alors moi, ça dépend complètement. Parfois, je vais flasher sur une laine, et je vais réfléchir quel patron je peux tricoter avec. Pareil pour du tissu, je vais voir un tissu et je vais me dire oh bah ça je verrais bien une blouse ou une robe, et je vais réfléchir au patron en question. Parfois c'est l'inverse, je vais voir un patron et je vais aller voir dans mon stage, désolée j'ai mon nez qui me chatouille, et je vais aller voir dans mon stage est-ce que j'ai un patron est-ce que j'ai un tissu ou une laine qui correspondra à ce patron. Donc il n'y a absolument pas de règle, et après souvent j'ai une espèce d'intuition où je vois un patron et je me dis ah ça je le vois vraiment bien en bleu marine uni, ou je le vois bien en rose avec des motifs. Pareil pour la laine, je vois une laine et je vais me dire ah bah ça je vois trop un pull dedans. Ça m'arrive de changer aussi, mais c'est vraiment à l'intuition. Je vais pas, je m'inspire pas tant que ça du prêt-à-porter par exemple. Voilà, je n'ai pas vraiment pas vraiment de règles. Comment ajuster la taille de ses aiguilles ou de son fil quand on n'a pas un échantillon qui correspond? Alors ça, pour ça, je renvoie complètement à l'article que j'avais fait sur le blog. Il y a un article dédié à l'échantillon où je réponds à cette question. Et dans mon livre, il y a un article encore plus complet où je réponds à cette question. Donc voilà. Comment faire un super relevé de maille ou rentrer les fils de la manière la plus invisible? Alors ça c'est pareil, c'est le genre de questions que je reçois énormément en MP.
et où je peux pas du tout répondre à l'oral comme ça. Le mieux, c'est d'aller chercher des vidéos sur internet et de s'entraîner, ou encore une fois sans vouloir faire de l'autopromo, mais c'est des sujets que j'ai abordés dans mon livre. Là, je peux pas du tout, je vais pas vous faire une démo en direct de comment rentrer les fils, mais voilà, il y a des tas de vidéos, vraiment YouTube est une mine pour ça, si vous n'êtes pas trop support papier. Qui sont tes modèles idoles en tricot? Alors ça c'est une bonne question. Au niveau des designeuses, je suis en admiration devant Rory Locatelli qui se réinvente sans cesse je trouve. Andrea Mori qui tous ses modèles j'ai envie de les tricoter. Au niveau des françaises, Atelier Émilie qui est en plus mon amie et qui fait de très beaux patrons, je les aime pareil tous. Récemment je trouve que Elong avec Anna fait aussi de très jolis patrons. J'aime bien la logique de faire des patrons assortis pour maman et enfant. J'adore Julie. Et j'ai un trou. J'ai son nom qui me vient, mais pas son... Julie. J'ai son nom de famille qui me vient, mais par contre, j'ai pas son nom de créatrice. Bon, bref, j'espère que je l'écrirai. Qui d'autre? Après, j'ai de l'admiration pour les teinturières. Voilà, je trouve que le travail de la couleur est toujours très impressionnant. Donc, évidemment, Simone, La Féfile, The Wool Barn. J'aime énormément ces coloris qui sont très unis avec un tout petit peu de nuances et qui sont vraiment des couleurs très douces. Voilà, j'aime énormément The Wool Barn. Je pourrais quasiment prendre toutes mes laines chez elle. Quel est ton challenge tricot que tu aimerais réaliser? Alors mon challenge ce serait de me coudre une robe en fingering. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis vraiment très longtemps et c'est un petit peu idiot en soi parce que quand on a tricoté un pull, il suffit de rajouter peut-être 20 ou 30 cm pour avoir une robe, donc c'est finalement pas si long que ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour, voilà, tricoter une robe en fingering. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire en tricot? Qu'est-ce que je sais pas faire en tricot? Je suis pas très calée en brioche, donc c'est pour ça que je veux apprendre. Mais sinon, je vois pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai jamais fait? Là, comme ça, à part la brioche où je sais faire, mais pas hyper bien, je vois pas trop. Quelles sont les coulisses du tournage? Alors les coulisses du tournage, et j'ai comment prépares-tu ton podcast, et j'ai aussi une question où c'était le temps que ça prend. Je sais plus où elle était, mais voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé combien de temps ça prenait pour... Donc en gros le podcast, je pense que ça me prend en tout facile entre 7, peut-être 7-8 heures de travail pour rédiger les notes, préparer, voilà, tout amener avec moi. Ensuite, mettre les notes sur YouTube, aller chercher tous les liens, aller chercher toutes les références. Tourner, ça me prend à peu près 1h30, 2 heures en fonction de si je suis interrompue ou pas. Après, il y a toute la partie montage, il y a l'exportation. Et ça, c'est sans compter le temps de réponse aux commentaires où c'est hyper variable en fonction du nombre de commentaires que je reçois. Et là, je vais devoir m'interrompre parce que mon ordinateur est plein. Donc, je vais faire une petite pause. Me revoilà. Donc, je vous parlais des coulisses du podcast. Donc voilà, donc la dernière chose que je voulais préciser, c'est que souvent je commence à y réfléchir facile une semaine avant, voilà, sans nécessairement prendre les notes à ce moment-là, mais de me dire voilà comment je vais parler de ça. Voilà, j'y réfléchis un peu par moment dans la journée. Je me dis tiens, faut pas que j'oublie de dire ça, faut pas que j'oublie de dire ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en tout cas moi la façon dont je le fais c'est quand même pas mal un process où j'y réfléchis, comment, voilà, qu'est-ce que je faut pas que j'oublie de vous dire, comment est-ce que je vais présenter telle chose, etc. Donc est-ce que tu aurais des astuces pour rétrécir un pull tricoté? Alors la seule chose à faire, à ma connaissance, c'est de tenter. Il y a pas mal de choses qu'on peut tenter si un pull est trop grand, mais qui sont systématiquement quand même risquées. C'est le laver en machine avec un essorage un peu puissant. Il n'y allait pas à 1400 tours non plus. Ça dépend de la laine utilisée bien sûr. Après le laver un peu plus chaud.
Mais voilà, mais il y a toujours un risque en faisant ça que la laine feutre. Donc c'est vrai que les pulls qui sont un peu trop grands, enfin moi je sais que j'ai jamais vraiment réussi. Ça m'est arrivé quand je bloque un tricot, il va toujours se rétracter dans les jours qui suivent. C'est quand il vient de finir de sécher, je sais très bien qu'il va pas garder exactement la forme. Il va se rétracter pendant le processus de séchage, sauf si je mets des peignes ou des épingles pour le bloquer complètement. Si c'est un pull et que je veux pas qu'il prennent trop d'ampleur, je ne vais pas l'épingler et c'est forcément en séchant, il va se rétracter et dans les jours qui suivent, il va aussi se rétracter un peu, mais on va pas le faire perdre 10 cm pour autant. Des tricotés prévus en région lyonnaise où l'on pourrait te rencontrer. J'avais prévu d'en organiser. C'était une chose que j'avais envie de faire et j'avoue que j'ai laissé tomber, donc je suis vraiment désolée, mais je me suis rendu compte que ça allait prendre vraiment trop de temps et que à l'heure actuelle ce temps-là je ne l'ai pas. Je peux pas, voilà, ça m'attriste parce que j'avais vraiment envie, j'avais des pistes et tout. Mais je pense qu'on a du mal à se rendre compte du temps que ça prend d'organiser ce genre de choses, surtout quand il y a un nombre de places limitées. Je ne vais pas louer la Denis Garnier et que du coup il faut prendre les inscriptions, noter les noms des gens, gérer les annulations, prévenir les personnes qui sont mises en liste d'attente. Moi ce serait forcément un samedi ou un dimanche par mois, ce qui veut dire une demi-journée du week-end sans mes enfants. Et c'est autant ça me fait tellement plaisir de faire des rencontres et de rencontrer d'autres passionnés de tricot et de couture, autant sur 4 week-ends par mois prévoir une demi-journée, pas passer en famille avec eux qui sont à l'école, à la crèche la journée. C'est aussi un sacrifice qu'à l'heure actuelle je suis pas prête à faire. Voilà, peut-être plus tard. Voilà. Donc désolée, mais finalement non. Comment se passent les préparatifs du mariage? Tu vas coudre ta robe. Les préparatifs. Alors le principal est fait. On a la date, on a le lieu, on a la mairie. Voilà, c'était ce que je voulais absolument faire cet été parce que j'avais super peur que les lieux les plus sympas nous passent sous le nez. D'autant que comme on a quand même pas mal de monde qui vient d'Angleterre, il fallait qu'on ait un lieu pour pouvoir loger tout le monde. Donc là je suis, le faire-part est fini, c'est ma petite sœur qui nous l'a dessiné. Donc là je vais l'envoyer en impression. De toute façon quasiment tous les gens qu'on invite connaissent déjà la date. Et pour la robe, je ne sais toujours pas, je ne sais pas. Je suis partagée entre le fait que ça doit être une expérience formidable de coudre sa robe. En même temps, je pense que c'est aussi génial d'aller avec ses copines faire des essayages dans des belles boutiques. Donc je pense de toute façon que je vais faire ça. J'ai aucune idée j'ai une vague idée du style de robe que je veux, mais la grande majorité de mes amies m'ont toutes dit, celles qui sont déjà mariées, qu'on part sur une idée. Quand on va faire les essayages, souvent on repart avec quelque chose de complètement différent parce qu'on n'a pas l'habitude de porter ce genre de robe et qu'on ne sait pas forcément ce qui nous va. Donc dans tous les cas, j'irai faire des essayages. Et après, en fonction de ce qui me plaît, peut-être que je sentirai de le faire moi-même. Après, Tim, qui pourtant m'encourage toujours dans tous mes délires, n'est pas trop pour parce que lui, il me dit qu'il a peur que ça me stresse beaucoup trop, d'autant que j'ai beaucoup d'autres choses en cours sur les mêmes périodes. J'ai prévu de faire les robes de mes témoins, j'ai prévu de faire les robes de mes demoiselles d'honneur pour avoir... donc mes demoiselles d'honneur, ce sont mes nièces qui auront du coup 5 et 7 ans. Donc j'ai envie d'avoir un tissu en fait que je choisis et où mes témoins je leur ferai leur robe et mes demoiselles d'honneur je pense que je leur ferai des robes blanches avec la ceinture assortie à ces tissus. Pour les garçons pareil, je ferai sûrement une ceinture pour qu'il y ait une unité de couleur. Donc ça fait déjà quand même pas mal de boulot et du coup je pense que prévoir en plus de faire ma robe, je sais pas, j'hésite. Donc voilà, c'est encore en réflexion. Bonjour Lise, pourrais-tu nous faire un retour sur les laines à l'usage, tenues, bouloches, etc. Alors ça c'est quelque chose auquel j'ai souvent réfléchi et je ne pense pas le faire parce que je me rends compte que
fois, les retours que je vous fais, évidemment, vous les prenez un peu pour acquis, alors qu'il y a une partie il y a une partie subjective qui est quand même très importante, notamment par exemple, est-ce qu'un tissu froisse, est-ce que une laine bouloche, est-ce qu'elle feutre, comment ça vieillit, ça dépend quand même énormément de combien de fois vous les portez et comment vous les lavez. Moi j'ai beaucoup de vêtements faits main, du coup les pulls notamment et les châles, etc., ils tournent quand même vraiment beaucoup et ça m'arrive de porter un pull peut-être 2 fois par mois, alors qu'un autre je vais le porter toutes les semaines. Et du coup ça influe quand même énormément mon retour, donc voilà, donc je pense que j'ai déjà vu des gens qui faisaient des retours comme ça. Je trouve que c'est risqué de vous dire cette laine là j'en suis pas super satisfaite, après vous risquez de pas l'acheter et en fait peut-être que moi je l'ai lavé à 40 degrés alors que je l'ai lavé en machine à 40 degrés et que si on la lave à la main elle boulochera pas. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de retour là-dessus. Voilà, je trouve que c'est un peu trop risqué. Plutôt pelote ou écheveau, alors pour moi ça n'a aucune importance. Pelote ou écheveau, je m'en fiche, c'est la laine qui compte. S'il y a des écheveaux, faut les bobiner. Bon, non, pour moi il n'y a pas de... Ce qui compte, voilà, Derum Natura c'est en pelote, Plucking Knitter c'est en écheveau. Pour moi ce qui compte c'est la laine, c'est le coloris et la base de la laine, quoi. Où achètes-tu tes laines? C'est une question que je reçois aussi très régulièrement. Comme encore un peu la même réponse, je mets tout sur le blog, tous les liens de tout ce que je vous présente, là où je les achète. Donc j'achète principalement mes laines sur internet. C'est très rare que j'aille en boutique physique parce qu'à Lyon on n'a quasiment rien. Donc voilà, donc j'achète mes laines sur internet et j'achète chez plein de marques différentes. Et s'il y en a une en particulier qui vous plaît, vous pouvez retrouver le lien et les références sur le blog, soit dans les notes des podcasts, soit directement sur les articles de présentation des projets finis. Ça te prend combien de temps de faire un épisode? Donc ça j'ai dit. Combien de work in progress as-tu? Moi je suis complètement monoprojet, j'ai toujours été monoprojet, je pense que je resterai toujours monoprojet. Donc je tricote un projet du début jusqu'à la fin et ensuite je passe au suivant. Quand des fois j'ai des petits coups de mou sur un projet, je m'interromps avec un petit projet. Donc comme je vous ai dit, un bonnet, des chaussettes, des choses comme ça. Des fois, comme là, j'ai commencé le prochain, histoire de me remotiver un peu. Mais de toute façon, je vais pas beaucoup l'avancer tant que j'ai pas fini le principal. Donc au maximum, je dirais que j'en ai 2. Et parfois, j'en ai un qui dort. Donc là, j'ai un gilet rose qui dort depuis 6 mois. Voilà, sur lequel je ne travaille pas. Mais quand je suis sur un projet, je n'en tricote qu'un seul. Quel est ton patron de pantalon idéal? La couture et le tricot sont-ils devenus tes métiers? Patron de pantalon idéal, je sais pas. J'en ai cousu très très peu parce que j'ai eu des variations de poids quand même très importantes avec la grossesse. Donc le patron que je préfère pour le moment que j'ai cousu, c'est le port de Pauline Alice. Mais j'ai pas suffisamment de retours. Je veux dire, à part celui-là et le Phileas, j'ai vraiment pas cousu beaucoup de pantalons, donc je saurais pas trop dire. La couture et le tricot sont-ils devenus tes métiers? C'est en cours. Je suis amoureuse de la laine rose foncée, page 47 de ton livre, tu aurais la référence. J'ai regardé, c'est une laine, c'était de la Woolly DMC et je n'ai pas du tout le code de couleur. Je me suis toujours demandé comment faire pour abandonner un tissu sans en mettre partout. Moi, je le fais à la bombe, donc je bombe mon tissu. Je me rends pas compte si ça en met partout. Sinon, je sais que j'avais reçu des recettes pour faire son amidon soi-même et du coup tremper le tissu et ensuite le faire sécher, ce qui a priori est la façon de faire la plus efficace. Vraiment, le tissu il devient très solide et ensuite en le lavant, il perd cet effet, mais j'ai pas encore testé. Faut chercher sur internet des recettes. Voilà. Moi à l'heure actuelle je le fais à la bombe. C'est ce que j'ai fait pour la robe Eliana d'ailleurs. J'avais complètement amidonné les biais, etc. parce que c'était un tissu qui était qui était assez difficile à coudre. Et la majorité du temps je protège avec un ancien tissu, une chute pour pas en mettre partout sur j'amidonne sur ma table à repasser en fait. En combien de temps as-tu maîtrisé la modification de patron pour les adapter à ta morphologie? Je sais pas trop, je sais pas quoi répondre parce que j'ai appris avec les tutoriels de Direndo sur leur blog et assez rapidement, comme je fais toujours des modifications qui sont quand même très simples, je couds une toile, je me rends compte si il faut que je réduise la hauteur du buste, s'il faut que je reprenne la hauteur des épaules, mais sur les
sur de très anciens articles sur le blog de Direndo. Il y a sur certaines, c'était sur les sous-longues de certaines des robes. Notamment, c'était laquelle, une des toutes premières robes qu'elles avaient sorties, j'ai oublié le nom. Mais il y a des tutoriels qui sont super clairs pour expliquer quand est-ce qu'il faut, si vous avez tel problème, qu'est-ce qu'il faut faire, si vous avez tel problème, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Et après, je sais pas au bout de combien de temps, assez rapidement en fait, parce que dès lors que je comprenais ce qui n'allait pas et comment le résoudre, après j'ai plus trop de soucis. Ça, c'est voilà. Est-ce que tu comptes te lancer dans la création d'un patron tricot? Alors moi c'est pas vraiment mon truc. Là c'est une question qui est rigolote parce que en ce moment je tricote un design que j'invente entre guillemets, mais c'est plus un point que j'ai envie de tricoter pour moi. Ça me paraît très complexe en fait, j'ai pas du tout l'esprit mathématique, donc que ce soit les patrons de couture ou les patrons de tricot, moi je trouve toujours, ça m'a toujours l'air vraiment complexe et donc non, c'est pas des activités dans lesquelles j'envisage de me lancer. Là, le patron que je tricote, quand je vous le montrerai, s'il vous plaît, je rédigerai le patron. Donc là, j'ai déjà commencé voilà, à réfléchir à comment faire, mais en tout cas, c'est pas du tout une activité qui deviendra récurrente, absolument pas. T'es-tu déjà essayé à d'autres types de do-it-yourself que le tricot et la couture? Est-ce que certains te tenteraient? J'ai fait du crochet, ça m'a pas plu. J'avais réussi, j'avais fait des amigurumi pour Mathias et pour mes nièces quand ils étaient petits. Et j'ai pas trop accroché. Donc non, hormis la couture et le tricot, le dessin, c'est pas du tout mon truc. Je suis une cata, c'est ma soeur qui a la fibre artistique dans la famille. Le macramé, tout ça, non, vraiment moi, pour le moment, couture et tricot, mais il ne faut jamais dire jamais. C'était ça. De manière générale, tu choisis un modèle en fonction de la laine ou l'inverse. Et du coup, en fait, c'est autant l'un que l'autre. La rentrée s'est bien passée. Oui, très bien. Donc là, je suis curieuse de savoir comment tu fais pour avoir une bordure nette au tricot. Donc là, c'est encore quelque chose où c'est très difficile de répondre parce que ça dépend de est-ce qu'on parle de la bordure d'un châle, est-ce qu'on parle de la bordure du bas d'un pull, est-ce qu'on parle des finitions d'une encolure. Il y a plein de façons différentes. C'est des choses que j'ai abordées dans mon livre et c'est vraiment du cas par cas et je peux pas répondre à ça en vidéo sans vous le... Enfin là, je peux pas répondre comme ça, il me faudrait faire un tutoriel. Et comme je dis, il y en a plein sur YouTube déjà. Tu penses nous faire un article sur ta nouvelle machine à coudre et ta surjeteuse? Alors elles sont plus tellement nouvelles parce que ma surjeteuse, ça fait 1 an et demi que je l'ai et je pense que la machine à coudre ça va faire 3 ans. Non, je pense pas faire d'article là-dessus, j'en suis très contente, mais ouais, c'est pas des articles qui m'intéressent tellement à rédiger en fait. Je préfère me concentrer sur les techniques de tricot et de couture plutôt que sur les machines. Les références sont sur le blog dans la partie à propos. Il y a une page qui suis-je FAQ et dans la FAQ il y a les références exactes de ma machine et de ma surjeteuse et je suis absolument enchantée des deux. Une vidéo à nous conseiller pour bien relever les mailles. Pareil, je suis pas capable de vous conseiller des vidéos parce que souvent c'est des techniques que moi j'ai apprises il y a très longtemps. Donc j'ai cherché une vidéo il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça fait 20 ans que je tricote. Alors au début il n'y avait pas tellement de vidéos, mais du coup en conseiller une, je sais pas. Je pense qu'en plus moi très souvent je cherche en anglais, donc les vidéos que je regarde voilà, fréquemment ce sont des vidéos en anglais. Je pense que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le mieux c'est encore d'aller faire une recherche vous-même sur du YouTube et de regarder les vidéos qui se présentent et de voir celles qui vous voilà, parlent le mieux. Après, et la dernière question que j'ai eue, quelle est ta source de revenus depuis que tu as arrêté ton ancien job? Et la personne a aussi mis, donc voilà, je lui fais un coucou. J'espère ne pas être trop indiscrète, si c'est le cas, je m'en excuse. Donc oui, c'est une question qui est quand même un tout petit peu indiscrète, mais comme je l'ai déjà dit, moi c'est des sujets que j'aurais aucun problème à aborder de façon un peu plus... je sais pas, un peu plus privé pour répondre parce que j'ai absolument aucun embarras là-dessus. Je suis au chômage, donc quand je suis partie de mon entreprise, j'ai négocié mon départ et donc je suis au chômage, ce qui est
le meilleur, si ce n'est à mon sens un des seuls moyens de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que sinon c'est quand même très 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 compliqué. Donc voilà, donc j'ai la chance en plus d'avoir un très bon conseiller Pôle emploi qui est à fond derrière moi et derrière mon projet, et qui du coup m'a donné plein de très très bons conseils. Donc voilà, donc je serais curieuse de savoir en commentaire donc de cette vidéo. Donc si vous voulez participer à mon petit jeu pour savoir quel est le pull en jacquard que je vais tricoter, ça se trouve je vais me rendre compte que je l'ai dit dans le dernier épisode, et ça va être un fail monumental. Et sinon, voilà, je suis curieuse d'avoir vos avis sur, voilà, sur est-ce que vous, le mode de fonctionnement de Patreon, c'est quelque chose qui vous intéresse, connaître les coulisses de ma future petite entreprise, est-ce que ça peut vous intéresser, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.